Pourquoi on ne peut pas se tuer, nous, maman? Je te l'ai dit 100 fois. Parce que c'est impossible. Qui tiendra ensuite le magasin? On a une mission ici, les tuvaches. Enfin, quand je dis nous, j'exclus Alan, bien sûr. Allez, va-t'en. Mon... Pauvre grande. La mère sort de derrière le comptoir, attendrie par sa fille amorphe, quittant la boutique. À son âge, j'étais pareil, molle et râleuse. Je me sentais bête, jusqu'au jour où j'ai rencontré Mishima. Elle passe un doigt sur une étagère et recueille un peu de poussière. Et quand je faisais le ménage, si les coups en voulaient, il fallait qu'ils s'approchent. Elle prend le plumeau, recommence le travail de sa fille en déplaçant soigneusement les lames de rasoir. Au pied de l'escalier qui mène à l'appartement, à côté du rayon frais, Mishima, en gilet, fait l'article à un homme musclé plus grand que lui. Vous me demandez quelque chose d'original et viril. Moi, je vous réponds le seppuku, que les vulgaires appellent harakiri, terme érotique. Bon, ça évidemment, je ne le conseille pas à tout le monde, car c'est un truc de sportif. Mais costaud comme vous devez être sportif, non? Quel est votre... Oh, pardonnez-moi. Si vous êtes là, je devrais dire... Quel était votre métier? Prof de gym au lycée Monterland. Tiens, qu'est-ce que je disais? Je ne supporte plus mes collègues ni les élèves. Ah, ça, les enfants. Parfois c'est difficile, reconnaît Mishima. Nous, je vois avec le dernier... J'avais pensé à l'essence ou au napalm. Ah, une belle immolation sous un préau d'école, ça n'est pas mal non plus, apprécie le commerçant. On a tout ce qu'il faut pour cela, mais franchement, le seppuku... Enfin, je ne pousse pas à la dépense, c'est vous qui voyez. Le professeur d'éducation physique et sportive balance entre les deux propositions. Immolation, harakiri... Seppuku, rectifie Monsieur Tuvache. Ça nécessite beaucoup de matériel? Un kimono de samouraï à votre taille, il doit me rester un XXL, et puis bien sûr, le tunto. On s'est fait toute une histoire, mais regardez, c'est finalement un sabre plutôt court, minimise Monsieur Tuvache, en décrochant du mur une arme blanche, quand même assez longue, qu'il dépose entre les mains du client. Je les aiguise moi-même. Touchez ce fil de tranchant, ça vous pénètre comme dans du beurre. Le prof de gym contemple les brillances de la lame, en faisant la moue, tandis que Mishima sort d'un carton une veste de kimono qu'il étale devant lui. Mon fils aîné a eu l'idée de coudre dessus une croix de soie rouge pour indiquer où planter le sabre. Parce que des fois, les gens visent trop haut, dans le sternum, et ça n'entre pas, ou alors trop bas, dans le ventre. Et là, à part vous crever l'appendice vermiforme, ça ne sert à rien. C'est cher, se renseigne l'enseignant. Le tout, 300 €. Ah, quand même. Est-ce qu'on peut payer à crédit? Demande le commerçant. Chez nous? Vous plaisantez? Pourquoi pas une carte de fidélité? C'est que c'est un investissement. Ah, bien sûr. C'est plus onéreux qu'un bidon de napalm, mais après tout, ce sera votre dernière dépense. Sans compter que c'est l'aristocratie du suicide, le seppuku. Et je ne dis pas ça seulement parce que mes parents m'ont prénommé Mishima. Le client hésite. J'ai peur de ne pas avoir le courage, avoue le prof dépressif en soupesant le tanto. Vous ne faites pas de service à domicile? Ah non, s'indigne Monsieur Tuvache. On n'est pas des assassins tout de même. Vous rendez-vous compte? C'est interdit. Nous, on fournit ce qu'il faut, mais les gens se débrouillent. C'est leur histoire. On est juste là pour rendre service en vendant des produits de qualité. En pliant soigneusement le kimono qui glisse avec le sabre dans un sac d'emballage, il se justifie. Trop de gens agissent en amateurs. Vous savez que sur 150 000 personnes qui font la tentative, 138 000 se ratent. Ces personnes se retrouvent souvent handicapées, sur des chaises roulantes, défigurées à vie, tandis qu'avec nous,
Nos suicides sont garantis. Mort ou remboursé. Allez, allez, vous ne regretterez pas cet achat. Un athlète comme vous. Vous respirez un bon coup et hop là. Et puis, comme je dis toujours, on ne meurt qu'une fois. Alors, autant que ce soit un moment inoubliable. Mishima encaisse l'argent du professeur d'éducation physique et sportive, puis, lui rendant sa monnaie, il y ajoute. Tenez, je vais vous confier un truc de métier. Il lorgne autour de lui pour vérifier que personne ne l'écoute et explique. Quand vous ferez ça dans votre salle à manger, mettez-vous à genoux sur le sol. Et ainsi, même si la lame ne pénètre pas très profondément, parce que quand même ça doit piquer, si vous êtes à genoux, vous tomberez sur le ventre, et ça enfoncera le sabre jusqu'à la garde. Et quand on vous retrouvera, ça épatera vos amis. Vous n'avez pas d'amis. Eh bien, ça épatera le médecin légiste, qui dira « Il n'est pas allé de main morte, lui !» Merci, fait le client effondré aussi par l'acte à accomplir. Je vous en prie, c'est notre travail, à votre service. Lucrèce, tu peux venir ? Madame Tuvache apparaît ouvrant une porte sous l'escalier au fond du magasin. Un masque à gaz englobe son visage de la gorge au sommet du crâne. Les optiques circulaires de chaque côté de la tête et devant la bouche, la volumineuse cartouche filtrante lui donne un air de mouche en colère. Vêtue d'une blouse blanche, elle ôte des gants élastiques de chirurgien. En rejoignant son mari qui l'a appelée et maintenant lui explique devant une cliente. Madame voudrait quelque chose de féminin. Oh, bourdonne le visage de mouche de Madame Tuvache qui s'aperçoit qu'elle a gardé son appareil de protection, défait le harnais de la tête et reprend masque à gaz entre les mains. Ah, quelque chose de féminin. C'est le poison. C'est ça qu'il y a de plus féminin. Justement, j'en préparais dans l'arrière-cuisine. Elle déboutonne aussi sa blouse et pose la tiraille sur le comptoir près de la caisse. Un poison. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer ? Vous préféreriez un poison de contact ? Vous le touchez, vous êtes morte. À inhaler ou à ingérer ? Fait la dame qui ne s'attendait pas à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux ? De contact, c'est rapide, explique Lucrèce. Nous avons de l'acide d'anguille bleue, du poisson de grenouille dorée, étoile du soir, fléau des elfes, gelée assommante, horreur grise, huile évanouissante, poison de poisson-chat. Tout n'est pas là. Certains produits sont en rayon frais, dit-elle, devant une gondole où sont exposées des quantités de fioles. Et à inhaler, ça se présente comment ? Oh, c'est tout simple, vous dévissez le bouchon, respirez ce qu'il y a dans le flacon. Ça peut être de la danse folle, de la laine de pendu, du nuage jaune, de la toxine d'œil tueur, du souffle du désert. Oh, je ne sais pas quoi choisir, je vous embête, s'excuse la dame. Oh, mais pas du tout, comprend la commerçante, c'est bien normal d'hésiter. Sinon, à avaler, nous avons du miel du vertige qui rend la peau rouge parce qu'on transpire du sang. La cliente fait la moue. En 2 mots, c'est pour quelle raison ? Lui demande Lucrèce. Moi, je suis inconsolable du décès d'un proche, auquel je pense tout le temps. Et donc, venir faire mes courses chez vous ? Oh, je ne vois plus que cette solution pour l'oublier. Ah bon ? Alors je vous conseille la strychnine. C'est de l'extrait de noix vomique. Sitôt avalé, cela fait perdre la mémoire. Ainsi, vous n'aurez plus de souffrance ni de regret. Ensuite, la paralysie se développe et la personne empoisonnée meurt étouffée sans rien se rappeler. C'est pile pour vous, ça. Noix vomique. Noix vomique, répète la dame en deuil en frottant des paumes ses paupières fatiguées. Mais si vous préférez vous morfondre une dernière fois, propose Lucrèce, vous pouvez aussi confectionner votre poison. Beaucoup de femmes apprécient l'idée de ruminer leur peine en se préparant à la mort. Par exemple, la digitaline. Vous
broyer dans un mortier des pétales de digital, qu'on a au rayon frais. Vous savez, ce sont des grappes de fleurs en forme de doigts tombants qui ressemblent à des mains molles de gens accablés. Lorsque vous s'obstenez, une poudre fine, mélangée avec de l'eau et portée à ébullition. Ensuite, laissez refroidir. Remettez sur le feu jusqu'à évaporation du liquide. Vous obtiendrez ainsi un sel cristallin blanc que vous avalerez. L'avantage, c'est que ce n'est pas cher, 2,50 la botte. On a aussi des branches de strychnos pour extraire le curare, des baies de houx noires pour la théobromine. La cliente, saoulée par ces énumérations, ne sait plus que penser. Vous prendriez quoi, vous? Ah, moi, je l'ignore, enfin Lucrèce. Et elle fiche ses beaux yeux graves, comme si elle regardait très loin devant elle. Elle paraît ne plus être dans la boutique. Ah, nous aussi, on est déprimés, et on aurait bien des raisons de se foutre en l'air. Mais on ne peut pas. On ne peut pas goûter nos produits, ou alors le dernier d'entre nous à déguster tirerait vite le rideau de fer. Et les clients, comment ferait-il? Puis Madame Tuvache semble revenir sur terre. Ce que je sais, c'est que le cyanure dessèche la langue et provoque une impression désagréable. Alors moi, dans celui que je prépare, j'ajoute des feuilles de menthe pour rafraîchir la bouche. Ce sont là des petits plus de notre magasin. Autrement, on a aussi le cocktail du jour. Mais qu'est-ce que j'ai composé ce matin, moi? Elle se retourne vers l'ardoise accrochée à la crémone de la fenêtre sur lequel est écrit à la craie « Marchand de sable ». Mais oui, le marchand de sable. Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je ne sais pas où j'ai la tête ces temps-ci. Vous, madame, qui hésitez entre contact, inhalant ou ingérant, celui-ci est un mélange des trois. Belladone, gelée assommante et souffle du désert. Ainsi, quelle que soit l'option que vous avez choisie, au dernier moment, avaler le cocktail, le toucher ou le respirer, le tour sera joué. Bon ben, je vais prendre ça, se décide la cliente. Vous ne le regretterez pas. Ah, je suis bête, j'allais vous dire, vous ne m'en direz des nouvelles. Ah, c'est cet enfant qui me rend folle, maugrait Lucrèce en tentant le menton vers Alan, debout les pieds joints et mains sur la tête devant l'angle du rayonnage des cordes. Vous avez des enfants, madame? Justement, j'en avais un. Il est venu un jour vous acheter une balle de 22 longs rifles. Ah, il voyait tout en noir. Je n'ai jamais su le rendre heureux. Eh bien, nous, on ne peut pas en dire autant de notre dernier, se désole madame Tuvache. Lui, il voit la vie en rose, vous vous rendez compte? Comme s'il y avait de quoi. On ne sait pas comment ça se fait. Et pourtant, je vous assure qu'on l'a élevé comme les autres, qui sont dépressifs comme il se doit, alors que lui n'en remarque toujours que le bon côté des choses, soupire Lucrèce en levant au-dessus d'elle une main tremblante d'abnégation. On le force à regarder les infos à la télé pour tenter de le démoraliser. Mais si un avion transportant 250 passagers s'écrase et qu'il y ait 247 morts, lui ne retient que le nombre de rescapés. Elle l'imite. Oh maman, t'as vu comme c'est joli la vie. Il y a 3 personnes qui sont tombées du ciel et qui n'ont rien eu. Avec mon mari, on n'en peut plus. Je vous assure qu'il y a des fois, nous, on en prendrait bien du marchand de sable si on n'avait pas à s'occuper de la boutique. La cliente intriguée s'approche d'Alan. Il est au coin? Celui-ci tourne sa tête bouclée et blonde vers elle. Un large sparadrap recouvre hermétiquement la bouche de l'enfant. Sur le pansement rose, un méchant rictus et une langue tirée, tracée au stylo feutre avec des commissures poussées vers le bas, lui donne l'air d'être de très mauvais poil. Sa mère, emballant la fiole de marchand de sable, explique à la dame. C'est son frère Vincent qui a dessiné la grimace. Moi, je n'étais pas tellement pour qu'il le représente tirant la langue, mais
C'est toujours mieux que de continuellement l'entendre s'esclaffer que la vie est merveilleuse. La cliente scrute le pansement. À la forme du pli du sparadrap collé aux lèvres, on voit bien que sous la grimace dessinée, l'enfant sourit. Lucrèce tend le sac d'emballage à la dame. Il est puni. Quand à l'école on lui a demandé ce qu'étaient les suicidés, il a répondu « Les habitants de la Suisse ». Le corps assis et décharné de Vincent flotte dans une djellaba grise illustrée de dessins d'explosifs. Bâton de dynamite, boule de bombe noire aux mèches crépitant des éclairs jaunes et verts. Il a 20 ans. Rien n'embellit les murs de sa chambre. En face d'un lit étroit, accoudé à une table encombrée et adossé contre une cloison, un tube de colle tremble dans sa main. L'aîné des tuvages porte une courte barbe rousse hérissée et sur les arcades prononcées des sourcils broussailleux. Respiration vibrante et oppressée, son regard fixe et oblique dénonce le tragique reflet de son tumulte intérieur. Des bandes velpo lui compriment entièrement le crâne, en proie aux céphalées violentes. Des croûtes brunes gonflent son épaisse lèvre inférieure à force de la mordre au sang, tandis que sa lèvre supérieure est très rouge et délicate. Elle s'élève au milieu en deux pointes, telle la toile écarlate d'un petit chapiteau de cirque. Devant lui, sur la table, une étrange maquette lugubre en construction, tandis que dans son dos, de l'autre côté de la cloison, on entend « Darla-di-da-da-da ». D'un coup de poing, Vincent détruit toute sa maquette. « Maman !»« Quoi encore ?» interroge la mère depuis la cuisine. « Alan met des chansons joyeuses !»« Là, celui-là ! À que n'ai-je mis bas tout un nœud de vipère plutôt que de nourrir cette dérision ?» gronde Lucrèce, venant dans le couloir et ouvrant la porte de la chambre de son cadet. « Vas-tu finir, oui ? Tu le sais bien, le désagrément que tu causes à ton grand frère en écoutant ses joyeusetés, et comment ça lui donne mal au crâne, poursuit-elle en changeant de chambre pour pénétrer dans celle de Vincent, où elle constate les dégâts de la maquette explosée, tout en continuant à s'adresser à Alan. « Ah, bravo, ça vaut 10. Regarde cette catastrophe due à tes musiques. Ah, tu peux être fier de toi. » Le père arrive à son tour. « Que se passe-t-il » Tandis que Marilyn apparaît entraînant la patte, ils sont maintenant tous les trois. Lucrèce, Marilyn et Mishima autour de Vincent. « Il se passe, vocifère la mère, que ton fils cadet a encore fait des siennes. »« Ce n'est pas mon fils, réplique le père. Mon fils, c'est Vincent. Lui, c'est un vrai tuvache. »« Et moi ?» demande Marilyn. « C'est où ma place ?» Mishima caresse le crâne bandé de son aîné. « Alors que s'est-il passé ? Tu as cassé ta maquette ?»« Une maquette de quoi ?» questionne la fille tuvache. Vincent sanglote. « La maquette d'un parc d'attractions sur le thème du suicide. »« De quoi ?